Mesdames et messieurs, chères Vaudaises, chers Vaudais, dans cette étape de déconfinement entrée en vigueur le 11 mai dernier, tout rassemblement de plus de 10 personnes reste interdit. C'est la raison pour laquelle cette cérémonie du 27 mai, qui honore la résistance, prend encore cette forme vidéo comme les 4 précédentes commémorations. Il est essentiel en effet de rendre hommage aux résistants, de rappeler leur combat face au nazisme pour sauver et transmettre les valeurs de notre République. Je salue les membres de l'Union française des anciens combattants, l'UFAC de Vaux-en-Velin et son président Robert Géat, ceux de l'Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance, la NACRE de Vaux-en-Velin, que préside Marius Pelé et que Maurice Thibaudy représente aujourd'hui. Au nom de notre ville, je vous remercie tous pour le précieux travail mémoriel que vous réalisez auprès des Vaudais et notamment auprès des jeunes générations. Le 27 mai est officiellement la journée nationale de la résistance, depuis le 9 juillet 2013, date à laquelle l'Assemblée nationale, où j'avais l'honneur de siéger, traduisait en loi une très ancienne demande des associations de résistants. Cette loi devint exécutoire 10 jours plus tard, après promulgation par le président de la République, François Hollande. Cette reconnaissance mémorielle de la nation fut donc obtenue 70 ans après, le 27 mai 1943, date de la première réunion à Paris du Conseil national de la résistance, le CNR. Le 27 mai 1943, date symbole d'un moment majeur de l'histoire de notre pays. Et Victor Hugo nous disait déjà toute l'importance de marquer l'histoire par les mots. Les souvenirs sont nos forces, ils dissipent les ténèbres, et quand la nuit essaie de revenir, il faut toujours allumer de grandes dates, comme on allume des flambeaux. C'est pour Vaux-en-Velin et pour l'ensemble du pays une grande date que ce 27 mai. Une date qui célèbre ce moment où des femmes et des hommes, refusant de vivre soumis à l'occupant nazi et actifs déjà dans différents réseaux de résistance, choisissent de s'unir. S'unir par-delà leurs différences, par-delà leurs désaccords, s'unir pour sauver l'essentiel, la République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre ville s'inscrit pleinement dans cette journée nationale qui assure la transmission des valeurs de la résistance et de celles portées par le programme du Conseil national de la résistance. Honorer la résistance, c'est honorer les résistants. C'est honorer les 20 000 FFI ou FTP tués au combat, les 30 000 fusillés, les plus de 60 000 déportés, dont près de la moitié périrent dans les camps de concentration nazis. C'est honorer les 500 000 personnes ayant eu une implication substantielle dans la résistance. Honorer la résistance, c'est aussi honorer une grande diversité d'origines des résistants, avec les antifascistes italiens, les antinazis allemands, les républicains espagnols, les FTP-MOI du groupe Manouchian et tous les étrangers qui ont rejoint les maquis français, voire même qui furent à l'initiative de réseaux de résistance. Comment ne pas dire notre reconnaissance, notre admiration, notre respect à toutes celles et ceux qui surent se lever pour sauver le bien immatériel le plus précieux, la liberté, notre liberté. Ils se levèrent dans un pays effondré, humilié, avili, dans la collaboration symbolisée par la poignée de main de Pétain à Hitler en gare de Montoire le 24 octobre 1940. Toutes les motivations ont convergé, qu'elles soient politiques, philosophiques, patriotiques, religieuses ou anti-STO à partir de février 1943. Elles se sont traduites par un engagement et un courage éblouissants. Ces femmes et ces hommes ont tout risqué, alors que d'autres, plus nombreux, ont obéi à l'impératif d'un silence complice, d'une soumission forcée ou complaisante. Depuis les premiers gestes de refus qui consistaient à faire quelque chose pour ne pas subir passivement l'occupant, souvent des actes individuels qui répondaient à l'anéantissement des espérances de paix après le choc de la débâcle éclair et de la capitulation de juin 40. Depuis la manifestation interdite et réprimée du 11 novembre 1940, où les protestations des lycéens et des étudiants contre l'arrestation de Paul Langevin par la Gestapo devinrent commémoration de la victoire de 14-18 sur les Champs-Élysées et à l'Arc de Triomphe. Une journée qui a compté, une journée où la jeunesse parisienne montra sa détermination. Puis rapidement, les premiers réseaux, les premières organisations structurées comme Combat, Francs-Tireurs, Libération Nord ou ceux de la Résistance. Les premières rencontres pour coordonner les actions et unifier les différents mouvements, un temps rivaux, pour les rassembler dans l'armée secrète,
sous le commandement du général Delestraint. Jean Moulin, représentant du général de Gaulle, s'emploiera durant toute l'année 42 à fédérer les différents mouvements de résistance pour parvenir à cette première réunion à Paris du Conseil national de la résistance, ce fameux 27 mai 1943. Gaullistes, communistes, socialistes, syndicalistes de la CGT et de la CFTC, 19 personnes, toutes dans la clandestinité, toutes recherchées par l'occupant nazi, se retrouvent à l'initiative de Jean Moulin avec la volonté d'unir les mouvements de résistance. La création du CNR constitue à plus d'un titre un acte fondateur, car il aura permis de regrouper en son sein des personnalités venant d'horizons différents et qui, en transcendant leurs différences, ont su privilégier ce qui les rassemblait avant tout, c'est-à-dire leur attachement indéfectible à la République et à ses valeurs, à la nécessité absolue de les défendre et de les enrichir en définissant les bases d'un État démocratique et de sa politique économique et sociale. Moins d'un mois après, le 21 juin 1943, Jean Moulin sera dénoncé et arrêté à Caluire. Le 8 juillet, en gare de Metz, dans le train qui l'emmenait en déportation, il mourra des suites des tortures infligées par Klaus Barbie à Lyon. Jean Moulin, lui aussi, avait réagi seul alors qu'il était préfet à Chartres, en refusant malgré la menace de signer le 17 juin 1940 un document qui faisait endosser aux troupes des tirailleurs africains de l'armée française la responsabilité de crimes perpétrés sur des civils. Entre ce premier refus et la constitution du Conseil national de la résistance 3 ans plus tard, nous voyons le parcours exemplaire qui conduit un individu vers le collectif, de l'acte isolé vers l'organisation. L'arrestation, la torture, l'exécution, la déportation dans les camps de concentration furent souvent le lourd tribut payé par cet engagement inouï de jeunes filles et de jeunes gens, pour qui libérer la France passait avant tout. Le collectif est composé de femmes et d'hommes avec chacun et chacune leur parcours, leur famille, leurs amis, leurs passions. Les résistants ne sont pas une abstraction, ils sont une réalité bien humaine, faite de renoncement au plaisir de leur âge, à leur famille, à leurs amis. Une réalité faite de peur aussi. Cela rend leur engagement plus grand, plus beau, plus noble. Leur détermination et leur courage en ont fait des héros humains et authentiques. Ils ne sont pas prêts d'être relégués dans un passé oublié. Leur histoire a des prolongements et des enseignements majeurs de nos jours encore. Leur combat reste d'une parfaite actualité dans une période où des haines ressurgissent, où les populismes prolifèrent, pervertissant insidieusement les idées. Cette période de fureur et d'espérance que les résistants ont traversée nous enseigne le devoir de porter et de valoriser ce legs qui nous instruit des conséquences de tout fanatisme, tout en nous montrant l'immense capacité humaine à défendre ou conquérir la liberté. D'où l'importance du travail mémoriel, du travail de transmission et de partage auquel je tiens tant et auquel se consacrent des associations, des enseignants, des historiens. L'âge venant, les résistants peu à peu nous quittent. Le 8 mai dernier décédait Cécile Roltanguy, résistante, épouse du colonel Henri Roltanguy, chef des forces françaises de l'intérieur de la région parisienne, qui mena le soulèvement pour la libération de Paris avant l'entrée des blindés du général Leclerc le 24 août 1944. Nous les avons choisis pour illustrer la commémoration de cette année. Le présent est indissociable de toutes les strates du passé. D'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de passé et de mémoire, mais aussi de droit, d'émancipation et de dignité. Ces manifestations commémoratives sont hommages, mais aussi témoignages, conscience, valeurs. À Vaux-en-Velin, constitué d'héritages divers et d'histoires différentes, nous savons bien la valeur et l'importance de connaître et d'apprécier notre mosaïque mémorielle pour faire ville ensemble. Notre ville est mue, plus que d'autres, par le devoir d'unir ses citoyens et de s'inscrire dans la seule communauté de destin capable de nous rassembler tous, la République. La résistance est dans ce domaine une source d'inspiration remarquable. La volonté d'associer la jeunesse a toujours guidé l'action des résistants, des déportés, des combattants de la liberté. Je tiens à renouveler mes remerciements aux membres de la NACRE qui sont mobilisés dans cette tâche depuis si longtemps. Je ne peux terminer cet hommage à la résistance sans rappeler que nos pensées vont vers les nombreux résistantes et résistants vaudais dont nombre de nos rues portent les noms. Gardons en mémoire la phrase célèbre du général de Gaulle. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Honneur aux résistants vaudais, honneur à la résistance. Vive la République, vive la France. Quittant leurs parents, leurs amis,
marchant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la vanne, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Il y a 77 ans, le 27 mai 1943, Jean Moulin, délégué par le général de Gaulle, fondait le Conseil national de la résistance qu'il présidera. À l'origine, une réunion clandestine dans un Paris occupé depuis près de 3 ans, quadrillée par l'armée nazie avec la collaboration constante des forces de répression du régime de Pétain. Ce Conseil national de la résistance regroupe les représentants de 8 mouvements de résistance, de 6 partis politiques résistants et de 2 centrales syndicales. Ceux qui y participaient n'ont pas pleinement conscience qu'ils vivent alors un moment historique. C'est là un événement de portée considérable, puisqu'il coordonne dans le combat commun toutes les forces de la résistance, jusque-là dispersées. Événement de portée considérable, puisque lors de sa réunion constitutive, le CNR, en se plaçant sous l'autorité du Comité national français, présidé par le général de Gaulle, va lui permettre de s'affirmer comme le représentant de tous les théâtres d'opération de cette guerre mondiale, où s'illustrent les Français libres aux côtés des Alliés. Sur les murs de la capitale, comme sur ceux d'autres villes de France, sont placardées des affiches bilingues annonçant l'exécution de patriotes que la population appelle désormais les résistants. Cela rend possible la mise en place, dès la fin 1943, des comités locaux et départementaux de la libération, la création début 1944 des forces françaises de l'intérieur FFI, qui vont avoir un rôle important dans la libération de la France et la restauration des institutions républicaines du pays. De plus, la création du CNR va permettre l'élaboration et l'adoption d'un programme qui sera publié le 15 mars 1944 dans la clandestinité sous le titre « Les jours heureux ». À la libération, en 1944, le gouvernement provisoire de la République française, présidé par le général de Gaulle, mettra en œuvre ce programme. Sur le plan économique, le principal souci sera de faire en sorte qu'aucun monopole et aucune coalition ne puisse peser sur l'État ni régir le sort des individus, et que les principales sources de la richesse commune soient administrées ou tout au moins contrôlées par la nation. Une mesure dont on ne peut qu'apprécier la pertinence si on la calquait à la situation actuelle. Ensuite, suivra dans le même esprit tout un ensemble de nationalisations. Puis, la démocratie politique et sociale sera approfondie. Citons par exemple la création de la sécurité sociale en 1946, imprimée d'un profond caractère de solidarité des résistants. En ces temps d'épidémie du Covid-19, on ne peut qu'approuver le bien fondé de cet acquis précieux qu'il convient de défendre et de conforter. Toutes les mesures sociales et économiques de cette époque ont privilégié l'intérêt général sur les intérêts particuliers. La loi d'État de juillet 2013, instaurant la Journée nationale de la résistance le 27 mai, lui assignait comme mission d'assurer la transmission des valeurs de la résistance et celles portées par le programme du CNR. Cette journée est une reconnaissance officielle de la part déterminante que la résistance a prise pour la libération de la France en 1944 et le rétablissement de la République, de la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Le comité vaudois de la Nacre, ami de la résistance, célèbre le 27 mai depuis 22 ans avec la municipalité et particulièrement depuis plusieurs années avec l'investissement d'établissements scolaires tant dans sa préparation que dans son déroulement. Comment pourrait-on oublier celui de l'année dernière, où ce sont 300 élèves avec leurs enseignants qui ont participé toute la journée à la première édition des chemins de mémoire de résistance.
parcourant les rues de la ville de la place de la Nation jusqu'au parc Elsa Triolet. Ce fut un témoignage des plus emblématiques. Le temps qui passe dérobe irrémédiablement les derniers témoins de la résistance. Ce sont les amis de la résistance de la Nacre qui ont pris le relais pour demeurer les passeurs de connaissances des valeurs humanistes et démocratiques de la résistance. Plus que jamais nécessaire dans un monde qui connaît toujours les guerres, les dictatures négationnistes, des droits de l'homme et des peuples bafoués, la xénophobie et le racisme, l'insigne pauvreté allant jusqu'à la famine, et où on voit le spectre du fascisme ressurgir. En conclusion, nous voudrions remercier la municipalité et ses services qui ont permis, de façon inédite, la réalisation de célébrations comme celle du 27 mai aujourd'hui, et toutes celles revêtant le même caractère qui ont précédé, dans les conditions de précaution sanitaire que nous vivons actuellement.